Bonjour et bienvenue sur le plateau de votre émission Sous la bas palabre. Ce jour, nous avons le plaisir de vous présenter un débat sur un concept, en tout cas, qui concerne tous les Africains, car il s'agit de la France-Afrique. La France-Afrique qui est un concept qui a vu le jour aux alentours des années 1955 par l'ex-président Houphouët-Boigny, qui serait celui qui aurait prononcé ce mot France-Afrique de connivence avec le général de Gaulle. Ainsi, pour continuer donc ce débat, aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter des invités, en tout cas, des intellectuels africains, qui ont accepté de débattre et d'expliquer le contenu justement de ce sujet par rapport à l'évolution même de la France-Afrique à nos jours. Nous avons donc M. Michel Gallu, qui est assistant juridique. Bonjour, monsieur. Bonjour. De M. Francis Pouimot, qui est expert en ressources humaines. Bonjour. Bonjour, M. Rémy. De M. Richard Ntaka, vous êtes donc expert en développement international. Bonjour. Bonjour, monsieur. Et enfin, de M. Depan Gandou, qui est journaliste, et il va nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission. Ainsi, pour commencer cette émission, en tout cas, j'aimerais d'abord poser la question de savoir à quand remonte justement ce concept de la France-Afrique, M. Francis Pouimot. La France-Afrique, c'est un concept dans la pratique qui remonte au lendemain des indépendances. D'abord, c'est quoi la France-Afrique par définition? La définition même. Personne n'a jamais... Selon votre entendement, qu'est-ce que ça veut dire? Selon mon entendement, bien sûr, la France-Afrique, c'est cet ensemble de pays africains qui ont plus ou moins, qui partagent plus ou moins des intérêts communs avec la France. Donc la France-Afrique, il ne faut pas confondre avec francophonie. La France-Afrique n'a pas de lien direct avec la francophonie, bien que la plupart, sinon tous les pays francophones y sont. Donc la France-Afrique, c'est beaucoup plus un club comme ça des pays africains. Des pays, la France. Il faut préciser que ce sont des pays qui sont considérés comme étant des ex-colonies françaises. Oui, la plupart sont des ex-colonies françaises, mais dans la France-Afrique, nous retrouvons des pays comme la Guinée équatoriale, l'Angola, qui ne sont pas des colonies pour des intérêts économiques. Oui, pour des intérêts, nous ne le cachons pas, appelons le chien par son nom. C'est pour des intérêts économiques, ce n'est pas une association humanitaire. Donc, c'est pour des intérêts économiques. Alors, M. Richard Ntaka, vous êtes expert en développement international. Vous êtes en même temps originaire d'un pays qui n'a pas été concerné par la France-Afrique au commencement du concept. Vous êtes originaire de la RDC. Alors, vous, en tant que Congolais, comment vous comprenez ce concept de la France-Afrique? Oui, moi, je... Est-ce que ça vous interpelle? Bon, effectivement, en tant qu'Africain, on dit France-Afrique. Cela veut dire que même le Congo, il est dedans, d'autant plus que nous faisons partie de l'Afrique. Mais je vais la définir sous forme d'une métaphore. Donc, moi, je considère France-Afrique comme le cordon ombilical. Hein? Donc, voilà ma métaphore. Donc, le cordon ombilical qui lie la France et les différents pays, entre guillemets, qui étaient sous la colonisation française et d'autres pays qui entretiennent des relations avec la France. Pourquoi je dis cordon ombilical? Parce que la France n'a pas voulu couper le cordon ombilical. Quand je dis cordon ombilical, quand un enfant est né, il est lié avec sa maman par le cordon ombilical. Et une fois qu'on coupe le cordon ombilical, l'enfant devient, entre parenthèses, un peu indépendant de sa mère. Quand bien même il continue à allaiter, n'a pas encore l'autonomie, il est sous la coupe de sa mère. Ça, c'est de façon métaphore pour dire qu'au lendemain de l'indépendance, la France qui a mal géré le pays, c'était sa manne. Hein, quand on prend toutes ces anciennes colonies, c'est là où il tirait la grande partie de sa ressource pour son développement. Et la France n'a pas voulu couper ces relations, couper ces cordons ombilicaux entre elle et puis les anciennes colonies. Donc, il fallait créer le mécanisme, il fallait créer des réseaux, il fallait créer des structures qui continuent à créer ces liens, à créer ces contacts. Finalement, la France-Afrique n'était pas basée sur un rapport gagnant-gagnant, mais plutôt un rapport de dominance. Mais comment vous le voyez ici, si on prend... Bon, mon ami Francis l'a dit, que ça commence avant même les indépendances. Mais prenons France-Afrique après l'indépendance. Il y avait l'écart de force entre
les nouveaux États indépendants et la France qui n'avaient pas la même écart de force. Cela veut dire que c'était une relation de dictat, où la France disait ce qu'il disait et puis les autres répondaient, comme l'Église, Alléluia, Amen. Justement, Alléluia, Amen, mais alors on verra bien comment cet Amen continuera par la suite. Et si cet Amen, justement, va toujours continuer, parce que c'est ça, hein, la question c'est de savoir pour quel enjeu, hein, la France-Afrique. C'est ça même le thème de l'émission. Alors, monsieur Michel Gallu, la définition de la France-Afrique, quelle est votre approche à cette question? Merci. Comment vous comprenez le concept même, merci, par définition? René. Je pense c'est un concept à la base qui est très ambigu et il n'y a pas de définition exacte dans le contenu, mais nous allons tout simplement partir de ce qui a été dit avant et les informations que nous avons sur les différentes définitions de la France-Afrique. La plus importante est celle qui nous vient de François-Xavier Versaf, qui a écrit un livre qui est connu, qui a été publié en 1998, qui s'appelait France-Afrique, le plus long scandale de la République. Et c'est à partir de ce livre que le concept de France-Afrique a connu sa popularité, bien que le nom étant donné pour la première fois par le président Houphouët-Boigny dans les années 55. Bien. La France-Afrique en elle-même, pour bien la comprendre, il faut voir les mécanismes. La France-Afrique fut certainement une contrepartie à l'idée de l'indépendance des différents pays d'Afrique. Il aurait fallu qu'après les indépendances, que la France, ne voulant pas se séparer de ses colonies, trouve un moyen par lequel elle devrait s'accrocher et continuer d'exploiter avec cette forme qui est bien établie, qu'on a appelée la France-Afrique, fait des réseaux. Et c'est à ce moment que la France-Afrique a vu le jour. Et pour moi, la définition même de la France-Afrique est quelque chose qu'il faudrait revenir dessus. Alors, je rappelle que nous allons décortiquer cette émission, en tout cas, en 3 parties. Nous allons parler de la partie historique, ensuite de la partie économique, la partie politique et des conclusions par rapport aux perspectives d'avenir, n'est-ce pas? Alors, je vais revenir justement à M. Francis Pouimou pour voir avec vous, dans cette évolution de la France-Afrique avec le général de Gaulle. Pensez-vous que le concept en lui-même avait été un concept inventé en défaveur des Africains, lorsque le général de Gaulle va accorder cette possibilité aux Africains, en tout cas, ces anciennes colonies, à accéder aux indépendances? Est-ce que vous pensez que la France-Afrique, qui a été le mot utilisé à cette époque, était justement destinée pour l'exploitation pure et simple des Africains? Je crois que je ne vais pas me mettre à la place de ceux qui étaient là à cette époque. Peut-être ils avaient compris ça à leur manière. Ce qu'il faut rappeler, c'est que l'Afrique, à cette époque, n'avait pas les intellectuels qu'elle a aujourd'hui. Donc les hommes n'étaient pas formés, on a été pris de court, le général de Gaulle a fait des propositions, nous étions aveuglés par l'envie d'être indépendants, et puis voilà. Donc aujourd'hui, on peut voir qu'il n'y avait pas cette égalité de force. La France... Bon, voilà, la France défendait ses intérêts. La France, évidemment, a opté pour quelque chose qui allait les arranger. Les Africains étaient excités, tellement aveuglés par l'idée d'indépendance, qu'ils se sont mis à accepter tout un ensemble de propositions qui, aujourd'hui, je suis sûr qu'ils regrettent. Mais les gens, à l'époque, trouvaient que c'était la meilleure solution. C'est-à-dire de rester sur la bannière de la France. Je crois qu'il y avait même ce mécanisme de la France-Afrique. Oui, il y avait des... Il fallait y rester coûte que coûte, quoi qu'il soit indépendant. Il y avait des Africains, à l'instar de le tout premier ministre camerounais, Feu André-Marie Mbida, qui n'était pas pour l'indépendance du Cameroun, par exemple. Il avait trouvé que le Cameroun n'était pas prêt à prendre des décisions parce qu'on n'avait pas des experts, on n'avait pas des hommes formés. André-Marie avait jugé qu'il fallait que le Cameroun reste dépendant. Est-ce que cela fut-il une bonne chose? Aujourd'hui, on se rend compte qu'André-Marie, malheureusement ou heureusement, avait raison. Ben voilà. Alors, Richard, oui, le rôle du général de Gaulle dans cette histoire, vous, en tant qu'expert en développement international, quand même, quoique n'étant pas, je le reprécise encore, vous êtes originaire du Congo.
Mais n'empêche que le Congo a été aussi frappé d'une manière indirecte par cette question de la France-Afrique, parce qu'on aura vu plus tard lorsque le président du Zaïre à l'époque, qui était presque membre à part entière du club, en tout cas, de la France-Afrique. Oui, là, vous avez pointé un élément très important qui nous amène à bien étoffer le sens, le contenu même entre guillemets, j'ai dit France-Afrique. Vous avez dit, à la fin du régime du maréchal Mobutu, lors d'un sommet France-Afrique, comme il n'était plus le répondant, comme il n'était plus en bon terme avec la France, par exemple, avec la France, on a vu que lors d'un sommet, il ne serait même pas se retrouver. Et il disait dans le sommet comme ça, mais où est-ce que je veux m'asseoir? Ben, il était en train de chercher. Le protocole ne savait plus le classer. Et lui-même, le maréchal Mobutu, qui était déjà habitué à s'asseoir dans le premier rang lors des sommets France-Afrique, et cette dernière fois, on l'a vu parce qu'il n'était plus en bonne relation, en bon terme avec la France. Pour dire que France-Afrique n'est qu'un mécanisme que la France avait mis en place en Afrique pour ses intérêts personnels. Et lorsqu'un président africain n'est plus en connivence, n'est plus en bonne relation avec la politique française, automatiquement, on voit ces relations se percuter même au niveau du pays. Pour nous dire que non, moi je veux clairement dire que, ben, comme a dit mon ami Francis, que France-Afrique, c'est un truc monté de toutes pièces pour la France, pour continuer à avoir la même mise sur l'Afrique. Alors, monter de toutes pièces pour les intérêts de la France. Oui. Maintenant, dis-moi un peu, cher ami, vous pensez quoi là par rapport aux acteurs? Houphouët-Boigny, il y a également Bongo, Sassou Nguesso également, et le président Senghor, qui ont été tous des acteurs à l'époque, en tout cas, au début des indépendances africaines, à jouer autour du général de Gaulle. Ce rôle, pour répondre à la même question, pensez-vous que le général de Gaulle, lorsqu'il parle des indépendances africaines, sous quel œil il regardait l'Afrique? Bien, c'est une très bonne question. Et cela va nous permettre de comprendre exactement où vient l'idée de la France-Afrique. On va revenir un peu dans l'histoire. La France-Afrique n'est pas un concept qui est tombé du ciel. Général de Gaulle ne l'a pas inventé. La France-Afrique, ou du moins l'esprit dans la pratique de la France-Afrique, est une pratique qui vient du nazisme allemand. Vous voyez bien que la France a été occupée pendant la Deuxième Guerre mondiale par les Allemands. Et les Allemands, dans la pratique, ont mis sur pied un système d'exploitation de la France au bénéfice de l'Allemagne. Et la monnaie de la France à cette époque avait été dévaluée et le mécanisme des accords, les accords secrets avaient été signés entre la France et l'Allemagne. Donc bref, le nazisme avait établi sa base en France. La France était complètement dominée par le nazisme. Le général de Gaulle à cette époque se trouvait en exil à Londres. Et après Londres, il s'est retrouvé en Afrique où il a organisé la récupération de la France. Devenu président en France, le général de Gaulle, tout simplement, avec la poussée indépendantiste, a tout simplement, sans le vouloir, donné l'indépendance, mais en rechange, a établi en Afrique exactement le principe qui était déjà établi en France, donc ce qui était l'émanation du nazisme, est arrivé en Afrique par De Gaulle. Donc pour moi, le concept de France-Afrique devrait, pour donner une définition beaucoup plus opérationnelle et conforme à la réalité, on devrait l'appeler du gaulonazisme. Du gaulonazisme. Exactement. C'est pourquoi le gaulonazisme? Tout simplement pour dire que voilà, c'est la politique nazie qui a été appliquée à quelques différences près en Afrique. Et c'est ça qu'on appelle aujourd'hui France-Afrique. Le massacre économique. Exactement. Oui. C'est-à-dire que c'est articulé sur 3 plans. Sur le plan militaire, sur le plan économique et sur le plan culturel. Quand vous étudiez, si vous prenez du temps à étudier exactement quels furent les principes du nazisme appliqués en France, vous allez comprendre que c'est le même principe qui a été déporté par le général de Gaulle et qu'il a appliqué textuellement, vraiment à quelques différences près en Afrique. Et on est dans ça aujourd'hui. Donc nous sommes en quelque sorte des victimes du nazisme et général de Gaulle est quelqu'un qui, voilà, a appliqué la politique naziste en Afrique. Il faut le dire ainsi. Alors maintenant, nous allons, justement pour enrichir en tout cas ce débat, nous avons discuté aussi avec notre intervenant qui nous appelle de Paris. Il s'agit du professeur Désiré Mandilou. Bonjour professeur. Bonjour, au Vox Africa, je vous entends très bien.
Voilà, vous êtes en direct sur le plateau de notre émission, en tout cas sous la Bapalabre, où nous discutons de cette question de la France-Afrique. Et la France-Afrique est pour quels enjeux aujourd'hui? Et vous qui nous suivez en tout cas, professeur, comment, lorsque vous avez suivi cette émission depuis le début, comment avez-vous analysé la question du concept même de la France-Afrique jusqu'à ce jour? Est-ce que vous pensez que les Africains pourront s'en sortir un jour? Bien. Alors, la dernière intervention a explicitement retracé les racines de la France-Afrique et la mise en cause du général de Gaulle et la mise en cause aussi le mécanisme économique qui a été mis en place. Donc, c'est totalement, elle rentre un peu dans mon acception à moi aussi de la France-Afrique. Mais moi, si vous voulez, je considère que tous les pays du monde et tous les continents ont toujours été impliqués dans des rapports de force politiques, tantôt favorables, tantôt défavorables, selon les périodes de l'histoire. Moi, je considère que le problème, ce n'est pas tellement que ce rapport a été établi, le problème, c'est qu'il perdure, disons, 50 ans après les indépendances. Donc, on peut considérer qu'il y a 50 ans, l'indépendance était formelle, mais si elle continue à rester formelle aujourd'hui, alors là, la responsabilité nous revient à nous, les Africains. Donc, moi, quand je parle du problème de la France-Afrique, ici et maintenant, en 2011-2012, j'ai plutôt tendance à d'abord voir quelles sont les failles que l'on peut mettre du côté de l'Afrique et des Africains, et notamment des nouvelles générations africaines, pour mettre un terme à un système que tout le monde a déjà analysé et que tout le monde a déjà compris, et sur lequel il ne s'agit même plus de s'étendre, et sur lequel on devrait simplement traiter des modalités de sortie de ce rapport de force qui nous est défavorable. Alors, c'est ça mon point de vue. Oui, alors, professeur, défavorable, Oui. d'accord, mais est-ce que vous ne pensez pas quelque part que la France-Afrique aurait quand même de possibilités, a donné quelques possibilités de développement pour l'Afrique? Non, Dans ces rapports-là, absolument illusoire. C'est-à-dire, c'est absolument illusoire parce qu'on ne peut pas se développer, c'est avoir un projet de vie défini par soi-même. Vous avez vu, le peuple chinois a connu le 19e siècle qu'ils appelaient le siècle de l'humiliation. Ben, jusqu'à ce que Mao Tse-tung ait réussi à libérer la Chine de l'emprise des Occidentaux, je vous signale que les Occidentaux avaient fait signer à la Chine les mêmes accords iniques qu'ils ont fait signer à l'Afrique. La guerre de l'opium, ils ont demandé à la Chine d'accepter la consommation de pommes, l'importation d'opium. Ils disaient, pendant que les Chinois vont fumer, pendant un siècle, ils vont dormir, pendant que nous allons continuer notre mainmise. Mais il y a eu une personnalité historique qui a mis un terme à cela. Donc, sa mission historique, du point de vue de sa longévité, de sa vie étant remplie, le relais a été repris après par les Deng Xiaoping et aujourd'hui les Hu Jintao. Mais à partir de ce moment, à partir de la libération de la Chine par Mao Tse-tung, eh bien, ils ont pu construire un projet individuel. Un projet, si vous voulez, collectif chinois, projet de développement qu'on pourrait considérer. Vous ne pouvez pas vous développer quand c'est d'autres qui déterminent le profil de votre avenir. D'accord, professeur. Le mot développement même est inapproprié. Inapproprié, sans d'autres personnes. Nous, la souveraineté, on n'a aucun élément de souveraineté. On a les 3 éléments de la souveraineté, c'est-à-dire, par exemple, la monnaie, nous n'avons pas cet élément de souveraineté. L'armée, nous n'avons pas cet élément de souveraineté. Le droit, la production de normes de droit, nous n'avons pas ces éléments de souveraineté. Ce sont 3 éléments, le triangle de souveraineté, comme dit mon collègue François Ndengwe, c'est ça qui constitue la base de tout développement. D'accord, professeur. Si vous n'avez absolument aucun de ces 3... D'accord, professeur. Mais quelles sont les solutions aujourd'hui? Comment nous en sortir? Par exemple, du franc CFA. Comment s'en sortir pour être complètement indépendant? Ben voilà, donc là, ça doit être le cœur de nos débats chaque fois que l'on parle de la France-Afrique, c'est exactement, concrètement, pratiquement, comment on peut faire pour en sortir. Et je pense que la bataille gagnée sur le terrain, vous savez, quand vous avez une raison, une idée que vous êtes seul à la porter, c'est une idée, elle peut être juste, mais vous êtes seul. Mais quand l'idée est partagée par une foule, ça devient quelque chose qui peut tenir la distance. Il faut maintenant que nous puissions expliquer, discuter, tenir des conférences,
vraiment donner une force de frappe à notre point de vue, à nos analyses économiques, à nos analyses politiques et monétaires par rapport à la jeunesse africaine. Je vous assure qu'actuellement, je ne sais pas si vous suivez l'actualité sur le continent africain, je crois que environ 7 jeunes sur 10 savent exactement quel est le contenu du franc CFA. Ils le savent et ils veulent en sortir. Donc je pense que la solution, c'est celle-là. La première des choses, c'est récupérer le fruit de notre travail. Les gens oublient souvent que la monnaie, c'est le fruit du travail. Voilà. Alors, quand professeur... vous allez travailler dans une usine où on fabrique des téléphones cellulaires, on ne vous les donne pas. Vous travaillez dans une usine, on travaille des sardines, à la fin du mois, on ne vous paie pas en boîte de sardines, on vous paie en monnaie. Parce que la monnaie, c'est l'autre face de la richesse que vous avez créée. Voilà. Donc, dans les économies modernes contemporaines, économie monétaire de production, la richesse apparaît toujours sous 2 formes. La forme réelle que l'on laisse dans les entreprises et la forme monétaire que les salariés qui ont créé le produit ont et qui est un revenu avec pouvoir d'achat. Eh bien, malheureusement, quand vous utilisez la monnaie de quelqu'un d'autre, ça veut dire que tout votre travail appartient de droit, de facto, comme de jure, comme de droit, ça appartient à celui qui émet cette monnaie. D'accord, donc, professeur. Le CFA n'est pas émise par les pays africains, le CFA est émise par le pays de tutelle, que tout le monde connaît. Tant que nous n'aurons pas expliqué aux jeunes générations africaines qu'il faut commencer par la souveraineté monétaire, on n'aura rien fait. Merci, professeur. En tout cas, gardez la ligne et nous allons continuer ce débat sur le plateau. Avec ceux qui sont ici avec moi, en tout cas, gardez la ligne, professeur. Parce que immédiatement, nous allons entrer en deuxième partie de cette émission en regardant un élément vidéo. Mais avant de regarder cet élément vidéo, en tout cas, qui va expliquer comment certains chefs d'État africains, justement, se sont plongés corps et âme dans cette histoire, dans l'organisation, même dans le fonctionnement de la France-Afrique. Peut-être au détriment de leur peuple ou au profit de leurs propres intérêts avec la France. Alors, comment vous réagissez à cette question, monsieur, lorsque le professeur dit, par exemple, que l'Afrique n'a pas encore l'indépendance économique du point de vue monétaire? C'est tout à fait juste ce que le professeur dit. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Comment s'en sortir? C'était ma question, justement. Oui, comment s'en sortir? On peut s'en sortir. De quelle manière? On peut s'en sortir. La première des choses, c'est d'abord le travail individuel de tous les Africains. Individuellement, les Africains ont suffisamment de compétences pour pouvoir organiser leur développement. Ça fait 50 ans que l'Afrique est indépendante, pratiquement. Il y a les élites aujourd'hui. Je parle de la véritable indépendance. Je ne parle pas celle qui nous a été octroyée par le général de Gaulle en contrepartie de ce système vicieux d'accords secrets. L'Afrique, il y a tout espoir que l'Afrique se développe. La première des choses, c'est de s'organiser. Et l'organisation... S'organiser, ça prend du temps. L'Afrique, les Africains s'organisent toujours. Ça, c'est par définition. Mais en pratique, qu'est-ce qu'il faut faire? On est indépendant aujourd'hui. Nous sommes souverains. Oui, il faut Les États africains sont souverains, monsieur. Il faut être souverain et cette souveraineté commence par la monnaie. Et ensuite, elle s'applique à la loi et elle se termine par le militaire. Et je dis, les générations qui ont été là ou celles qui existent aujourd'hui sont celles qui sont encore soutenues par la France et qui empêchent le développement et qui empêchent une véritable émergence, y compris la démocratie en Afrique. Tous ceux qui ont essayé de lutter contre cette France qui empêche les nationalistes de tous les pays, y compris les présidents qui existaient déjà dans les différents pays, qui avaient eu un esprit nationaliste, ont été tout simplement exterminés. D'accord. Alors maintenant, parce que vous parlez des chefs d'État africains qui n'ont pas résisté à cette France-Afrique, nous allons regarder un cas, si celui-là répond justement à vos illustrations. Le président Mitterrand, déstabilisé par un événement qu'il n'a pas vu venir, tente de s'adapter à ce nouveau cours de l'histoire. En 1990, au sommet franco-africain de La Baule, il utilise des mots qu'aucun dirigeant français n'avait jamais osé prononcer à propos du continent noir. Multipartisme, liberté de la presse, indépendance de la magistrature, pas de censure. Voilà le schéma. C'est la direction qu'il faut prendre. L'écrivain Éric Orsena, qui fut l'un des rédacteurs de ce discours, reconnut par la suite qu'il avait un peu forcé la main au président dans son ode à la démocratie africaine. Il n'empêche, ce discours, démagogique, va encourager un phénomène qui se développe comme une traînée de poudre dans les anciennes colonies et qu'on appela les conférences nationales. Ces conférences
sont de véritables états généraux révolutionnaires qui, dans chaque pays et dans une ambiance 68arde, mettent violemment en cause les présidents dictateurs soutenus par la France et le système du parti unique, machine à écarter, emprisonner et tuer les opposants. Venez marcher avec nous pour qu'ensemble nous luttions, pour qu'ensemble nous renversions le despote, le dictateur Bongo. Le Gabon est, depuis la perte de l'Algérie, la place forte de Elf en Afrique noire. Omar Bongo, au pouvoir depuis près de 30 ans, est violemment contesté par son opposition. La mort d'un des adversaires du président met le feu aux poudres. Merci de nous retrouver justement pour la deuxième partie de cette émission. Vous venez de suivre justement un cas donc, de la conférence des chefs d'État africains. Est-ce que c'est une illustration justement de la France-Afrique, en tout cas, où l'on voit le président Mitterrand déclarer pour la première fois en tout cas aux chefs d'État africains qu'il était temps justement d'amorcer le processus de démocratisation. Alors, ce jour-là, les chefs d'État africains ont été alertés par la nouvelle vision de la France en Afrique. Francis. Bon, voilà. Écoutez, là encore, les Africains sont retombés dans un autre piège. Et moi, je pense que... Ils sont venus répondre à leur maître, en quelque sorte, bon, voilà, qui leur donne les nouvelles orientations. On peut dire ça comme de ça. gouvernance. Et voilà, la question d'éducation revient encore une fois de plus. Pourquoi? Parce que les Africains devraient comprendre qu'il est grand temps qu'ils utilisent leur propre modèle de développement. Ce n'est pas à la France de dicter à l'Afrique quel serait le meilleur modèle de développement. Donc, là encore, la question d'éducation refait surface. Et il est grand temps qu'aujourd'hui, les Africains s'asseyent et décident ensemble quels seraient les meilleurs modèles de développement de leur pays. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez, il y a un véritable problème d'éducation. Parce que chaque Africain, à son niveau, en commençant par sa propre maison, doit commencer à éduquer ses enfants. Quel est ce modèle-là qu'il fallait? Faudra-t-il maintenant que les Français, enfin les Africains, évitent le président Mitterrand à l'époque et créer leur manière de gouvernance? Oui, en fait, l'idée n'est pas de faire la guerre ou d'éviter. Ils avaient, bon gré mal gré, intérêt à aller en France, écouter le président Mitterrand parce qu'il y avait certains rapports, certaines réalités à du l'époque, moment. Oui. Donc, mais il ne faudrait pas écouter et appliquer... il ne faudrait pas? Il faudrait écouter, mais écouter et appliquer textuellement, non. Mais on est allé sous la voie de la démocratie quand même. Oui, démocratie, c'est un grand mot. Une fois de plus. Le multipartisme, c'est oui, ça que vous avez le plus. Permettez-moi de vous dire, démocratie, multipartisme, c'est un grand mot. On aurait souhaité démocratie que multipartisme quand même. Mais la Chine est aujourd'hui la première puissance mondiale. Ayons le courage de l'admettre. Mais la Chine n'a pas utilisé ces modèles de démocratie multipartite. Et qu'est-ce qui empêche aux Africains d'inventer un modèle à eux? Rien n'empêche aux Africains d'inventer un modèle à eux, mais je crois que ce serait contre l'intérêt général de la France. C'est-à-dire que la France, toujours, tire le ficelle. Oui, plus ou moins, mais il faudrait que les Africains prennent conscience qu'il est grand temps de ne pas nécessairement faire la guerre à la France, parce que j'ai vu des leaders en Afrique qui prônaient la guerre à la France. Oui, tout ce qui est mauvais, c'est la France impose. Non, il ne faut pas faire la guerre à la France, il ne faut pas faire la guerre aux produits français, parce que la réalité est là sur le terrain. La France, surtout dans les pays francophones, et la France emploie toujours la majorité de la population. Est-ce que la France était un bon exemple pour les Africains? Moi, je trouve que la France a fait son temps. Il faudrait que les Africains prennent conscience qu'ils ont leur destinée en main. Ok. Richard? Oui, moi je pense que, et là j'ai rejoint ce que le professeur a dit au téléphone, les relations qu'il y avait au début de cette RIC France-Afrique, c'est-à-dire que l'intellectuel africain, au début de relations France-Afrique, n'est pas l'intellectuel africain d'aujourd'hui. Cela veut dire qu'il y a... Au lendemain de l'indépendance, on était en paix. Je prends le cas du Congo, par exemple. Quand on a eu l'indépendance en 1960, il y avait quelques, je ne sais pas moi, 6 diplômés ou 6. Les universitaires, on les comptait au bout de doigts. Cela veut dire qu'au début de la relation France-Afrique, l'intellectuel avait une autre... Il n'y avait pas assez d'intellectuels africains.
Et qu'aujourd'hui, nous avons des Africains qui ont terminé les grandes universités. Mais qui ne prennent pas conscience pour avancer. Ah, voilà, c'est le cas maintenant. Ouais, mais qu'est-ce qui explique cela? Qu'est-ce qui explique cela? Moi, je pense qu'on doit redéfinir encore les relations et que, comme nous disons ici, prendre les choses en main. Il faut que lorsqu'on l'Afrique voit le président Mitterrand qui fait venir les chefs d'État africains lors d'une conférence de la France-Afrique en tout cas, en leur disant il est temps pour la démocratie. Votre réaction? Oui, là c'était quelque chose de bien, mais il souffre encore le chaud et le froid. Hein, parce qu'il dit que non, il faut introduire, il faut qu'il y ait la démocratie, le multipartisme. En même temps, les grands dictateurs sont soutenus par la France. Mais justement, c'est la raison pour laquelle il a lancé une nouvelle idée vers le multipartisme, afin de permettre encore au peuple de se choisir les dirigeants par la voie des urnes. Mais nous avons vu toutes les conférences nationales qui avaient été organisées, que ce soit, moi je pense, excepte celle du Bénin, hein, au Congo-Brazzaville, à Congo-Kinshasa, un peu partout, mais ces conférences nationales n'ont pas abouti à la démocratisation dont parlait Mitterrand. Cela veut dire que quelque part, les dictateurs, ils ont dit oui, bien sûr que ça. Ils se sont cramponnés au pouvoir jusqu'à la fin. Les cas par exemple de la RDC, la conférence nationale organisée, il y avait un grand forum réunissant l'intellectuel congolais. Mais qu'est-ce que ça a apporté? Donc cela veut dire qu'il est vrai, François Mitterrand l'a dit, mais en réalité, les dictateurs africains, ils ont continué à faire leur choix comme ils voulaient. Les dictateurs africains, il y en a toujours en Afrique en tout cas, mais qui continuent à rester au pouvoir jusqu'à faire 30 ans aujourd'hui. Alors, Michel Galleux, au Cameroun, nous avons un président qui s'appelle M. Paul Biya, qui a déclaré quelque part, en tout cas, qu'il était le meilleur élève de la France. Votre réaction? Oui. Et en rapport aussi avec cet élément qu'on vient de voir tout à l'heure, aurait-il fallu que le président Mitterrand dise aux Africains le temps de la démocratisation est arrivé pour que cela s'applique? Oui, quand je regardais tout à l'heure le document, le reportage qui passait, j'étais amusé. Amusé pourquoi? Parce que c'était incompréhensible de voir des supposés hauts responsables d'un continent se réunir, attendre que les nouvelles leur soient données d'un individu qui a la même fonction qu'eux pour dire ce que l'avenir sera. Je pense que ça résume l'enfantilisation dans laquelle ces dirigeants se sont mis et ça définit même la qualité de rapport qui existe entre et qui se disent les meilleurs élèves, ils cherchent encore des quotations et les présidents auprès de la France. Vous voyez, dire qu'on est meilleur élève d'un autre président ou d'un autre État est tout simplement la symbolique qu'on ne se considère pas comme un chef d'État comme tel. On est comme un élève face à son professeur, on est là pour écouter le dictat et qu'on suive. Donc vous n'imaginez pas qu'un pays comme ça, où les chefs d'État, dans cette disposition d'esprit, peut porter à leur peuple un quelconque développement ou une quelconque... Comme nous allons aborder justement l'aspect économique maintenant, par rapport à l'exploitation des richesses à travers certains réseaux qui ont été organisés par la France, nous allons justement demander à la régie de nous envoyer un deuxième élément qui illustre ce dont nous allons discuter maintenant. Il est plutôt, auprès de la présidence française, le messager de ses clients africains. Et ça change tout. Car c'est bien Omar Bongo, un de ses clients, qui a pris le pouvoir sur la politique franco-africaine. Et cet homme est redoutable. Le président Bongo était chef d'orchestre sur la France-Afrique et il connaissait mieux tous les paramètres que nos responsables des cellules africaines. Et Bongo buvait du petit lait devant leur méconnaissance en leur donnant des leçons. Pompidou, Giscard, Mitterrand et Chirac. Alors s'il y a quelqu'un d'autre qui vient, je ne sais pas où je le mettrai. Il était complètement imprégné de politique française et il donnait des conseils à tous les hommes politiques en disant oui mais bon là si jamais tu t'orientes là-dedans là tu es cuit, tu vas pas pouvoir te faire élire, voilà comment il faut faire, etc. Donc il était complètement à l'intérieur de la politique française et il était et il soutenait les uns et les autres, il s'amusait, c'était son terrain de jeu intellectuel favori, et il connaissait la France électorale depuis 1945 parfaitement.
quand il venait à Paris, que ce soit à l'hôtel Meurice, mais surtout à l'hôtel Crillon, les politiques français faisaient la queue sur le cahier de rendez-vous pour rencontrer le président Bongo. Les encouragements qu'Omar Bongo peut donner aux futures élites françaises, à peine sorties de l'ENA, prennent bien souvent un aspect financier. Secret de polichinelle que personne ne veut reconnaître publiquement. Mais il y a plus grave. En 2002, au lendemain de la victoire de M. Chirac, avant que ne soit constitué le gouvernement, le président Chirac m'a dit « Il serait bon, Robert, que vous présentiez au président Bongo les hommes qui émergent, qui vont émerger, les hommes de l'avenir. » On s'est retrouvés dans l'appartement du président Bongo. Il y avait François Fillon, Jean-François Copé, Pierre Bédier. Bongo les a interrogés. À la fin de l'entretien, ils sont partis. Il a pris son papier à lettres, El Hadj Omar Bongo, et il a couché les noms des élus. Et il a plié, il me dit « Tu portes ça à Jacques ». Il y avait 7 noms, et parmi les 7 noms, 5 sont devenus ministres du gouvernement de M. Raffarin. Et ça vous choque pas, ce pouvoir d'un président africain Non, ça m'amuse. Franchement, ça m'amuse. Ça m'amuse. Pas un ministre de la coopération, à part Jean-Pierre Cotte, pas un PDG de grande société publique faisant des affaires en Afrique, ne serait nommé sans l'aval du président du Gabon. Moi, j'étais arrivé à la conclusion qu'on était même devant une situation de colonisation inversée. C'est la France qui était colonisée par le Gabon et pas l'inverse. Bongo achetait à tout va, participait à tout va aux campagnes électorales, au soutien de certains candidats. C'était vraiment de la colonisation à l'envers. Merci de nous retrouver pour la suite de cette émission en tout cas. Mais lorsque vous regardez cet élément, lorsque le dernier intervenant dans cet élément qui dit la colonisation de l'Afrique vers la France, colonisation à l'inverse, est-ce que ça vous choque, Monsieur Francis Pouémon, rapidement? Non, moi ça ne me choque pas, c'est juste le résultat d'un jeu dans lequel certains présidents africains se sont perdus, je dirais. Où ils se sont perdus, ça veut dire quoi? Ils ont complètement oublié. Ils ont été soutenus par la France, oui, parce qu'ils détenaient des ressources ils sont perdus importantes. Ils ont oublié pourquoi ils Donc à un certain moment, ils commençaient aussi à faire le jeu. Exactement, ils ont oublié pourquoi ils avaient été choisis par leur peuple. Ils ne servaient plus les intérêts de leur peuple, ils sont perdus, ils sont retrouvés en train de faire des choses qui n'avaient rien à voir avec leur pays respectif. Et c'est vraiment regrettable. Ok. Alors Richard, votre réaction par rapport à cet élément de passé? Bon, moi je pense que c'est une façon un peu imagée qu'il a dit ça. Je ne pense pas qu'il y a eu récolonisation de la France par l'Afrique. Non, mais parlons de l'impact, en fait, de l'influence des Bongo par rapport à la France. On a vu, cet élément, il est carrément, purement illustratif. Oui, mais lorsqu'on met dans la balance cette influence... On voit bien que Bongo joue un rôle important dans cette France-Afrique. Bien sûr que ça. Mais ça, si on met dans la balance, on voit ce que Bongo perdait, ou ce que le Gabon perdait à la France. On verrait que non, c'est plus que le Gabon qui perdait. Que Bongo. Même, que Bongo qui perdait. Les Gabons en général. Voilà. Même s'il y a des fois, comme on a dit, que non, il pourrait recommander qui ministre et qui, ou bien c'est mixé dans le processus électoral en France. Mais lorsqu'on balance par rapport à ce qui sortait du Gabon, ce qui sortait de Bongo et du Gabon en général, c'est l'Afrique qui était perdante. Ok. Bien. Michel? Oui, ce qui a été dit tout à l'heure... Rapidement, parce qu'on va ce qui a été dit tout à l'heure est assez caricatural. Mais ce qu'on peut retenir de ce qui a été dit est assez intéressant. Parce qu'on est ici en plein dans la co-corruption. On a les Français qui viennent corrompre, les chefs d'État en Afrique pour avoir leur soutien. Et aussi les chefs d'État africains qui, par les moyens qu'ils disposent, corrompent
les dirigeants français pour être soutenus par la France. Soutenus et imposer des personnes qui jugent favorables à eux. Et pérenniser au pouvoir. Absolument. Donc on est dans ce système de co-corruption qui implique les deux parties. D'accord. Merci. En tout cas, nous allons prendre maintenant le professeur qui nous suit à cet instant pour terminer avec lui. Professeur, lorsque vous suivez cet élément avec nous, qu'est-ce que vous vous dites? Est-ce que les chefs d'État africains ont plus joué le jeu de la France que les peuples eux-mêmes qui ont été des victimes? Comment alors les chefs d'État africains qui étaient dans des conditions financières comme Bongo ne pouvaient pas s'intéresser plus aux intérêts de son pays que d'aller vers la France? Alors, concernant la relation entre les chefs d'État africains et puis la France, dans le cadre de la France-Afrique, c'est comme toute relation. Il n'y a aucune relation qui est statique dans le temps. Donc, il y a une certaine dialectique et à un moment, on est évidemment quelque peu consterné de voir que celui qui devait jouer le rôle de maître devient l'esclave et inversement. Donc, la maestria de Bongo, je la reconnais. La maestria politique de ce monsieur, je le reconnais. Mais pour moi, en tant qu'Africain, intellectuel africain, ce n'est pas l'essentiel. Moi, l'essentiel, c'est ce que vous avez dit, et un de vos collègues l'a dit tout à l'heure, un des intervenants l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment, et même vous-même vous l'avez dit, c'est comment sortir de cela, et vous avez dit, est-ce que les Africains ne peuvent pas penser à leur propre modèle? Voilà, moi je considère que pour en finir avec la France-Afrique, ce n'est pas à l'échelle de chaque pays que ça va se faire. C'est-à-dire, si l'on laisse chaque opposition en face de son président dictateur élu, il est évident que le chemin sera très long. On a les mêmes situations, que ce soit au Cameroun, que ce soit en RDC, que ce soit en République du Congo-Brazzaville. On a exactement les mêmes situations. On a des populations hétérogènes, on a 200 tribus par pays, et les pouvoirs et le reste du monde qui cesse là joue sur nos divisions internes pour se maintenir et maintenir le système. Ok, professeur, nous aimerions conclure l'émission maintenant parce qu'il nous reste 10 minutes. En 30 secondes... Donc, ce que je veux simplement dire, c'est que si on veut sortir la France-Afrique, on travaille au niveau de l'Union africaine. C'est une institution qu'il faut renouveler de fond en comble et qu'elle soit basée sur des valeurs. Le jour où l'on dira, on n'est plus membre de l'Union africaine parce qu'on est sur le continent africain, mais on est membre de l'Union africaine parce qu'on adhère à telles valeurs, notamment le respect de la Constitution, ne pas modifier les constitutions, ne pas s'appliquer à soi-même des prolongements de mandat. Quand on aura mis un certain nombre de valeurs, les pays qui adhéreront à cette institution devront accepter cette obligation. C'est à ce moment-là, et ça c'est un devoir de tous les Africains, comme a dit un intervenant, c'est vraiment la responsabilité de chaque Africain de dire quelles sont les valeurs pour construire notre manière de nous gouverner. Merci, monsieur, merci. Imposé d'ailleurs à nos pays qui ne sont pas homogènes. Merci, nous professeur. Sommes des populations hétérogènes. Merci, professeur, de votre intervention. Sur notre propre cadre politique. La démocratie, ce n'est pas une réalité en tout temps, en tout lieu. Merci. Merci, professeur, de votre intervention sur Voice Africa. Et à très bientôt, en tout cas, sur les programmes de votre chaîne préférée. Et nous allons continuer justement cette émission avec un dernier intervenant, notre ami qui va nous rejoindre sur ce plateau en tout cas. Il s'agit de Depangandou, qui est journaliste. Il viendra nous faire une chronique en tout cas, nous faire l'analyse générale de ce débat, de tout ce que nous avons dit depuis le commencement. À très bientôt avec les autres invités. Je vais remercier Francis Pouimo. Merci beaucoup. Pour votre disponibilité justement à discuter de ce sujet. Et nous allons justement inviter notre ami qui va nous rejoindre pour conclure cette émission dans les 8 minutes qui nous restent. N'est-ce pas? Merci. Ok, merci de nous rejoindre en tout cas sur le plateau de cette émission. Nous venons de recevoir Depangandou que je venais de le présenter tout à l'heure. Alors, Depa, vous avez suivi cette émission dans les coulisses. La France-Afrique, ça vous dit quoi? La France-Afrique, c'est qui est plus bénéficiaire? Quels sont les avantages et inconvénients de ce concept? Pensez-vous que les Africains, finalement, ont bénéficié de quelque chose? En suivant l'émission, j'ai retenu quand même quelques idées ici. Mais en ramassant, je dirais, il faut replacer, comme les intervenants l'ont bien fait, dans le contexte de la création de la France-Afrique. On est à la fin des années 50. La France venait de perdre l'Algérie. Donc, le pétrole algérien était parti. Et du coup, De Gaulle s'est dit,
il faut trouver un moyen pour ne pas perdre les autres nations. Il a imaginé ce concept France-Afrique qui n'est autre qu'une sorte de nébuleuse, en tout cas on entend parler les intervenants, une sorte de nébuleuse qui fonctionne en réseau. Une nébuleuse politico, économico, mafieux. Voilà, qui fonctionne en réseau. Et elle a des agents, cette nébuleuse. Les agents sont, je préfère parler des relais, qui sont les présidents, les premiers ministres, les ambassadeurs, même les mercenaires. Bob Denard, c'est un nom qui va sans doute vous dire quelque chose. Et au-delà, il y a les sociétés ou les organisations politico-mystiques, genre la franc-maçonnerie et la Rose-Croix. Qu'est-ce qu'il faut encore retenir par rapport à tout ce qui a été dit? C'est un système qui a été inventé pour spolier, exploiter l'Afrique. Massacrer complètement l'économie africaine. Parce que la France avait besoin d'argent, a toujours besoin d'argent. Et dans le contexte actuel, la crise y est pour beaucoup. La nébuleuse a étendu ses tentacules. Il y a l'Angola, comme on l'a bien souligné ici. Il y a le Biafra, souvenez-vous du Nigeria, où il y avait d'énormes problèmes. Il y a le Biafra qui est aussi une zone d'influence française. Et récemment, Kadhafi a été chassé du pouvoir par deux nations qui ont utilisé ce que j'appelle toujours la martingale, les Nations Unies et puis l'OTAN. Est-ce que l'Afrique peut s'en sortir? Le professeur a souligné quelque chose. Il a insisté énormément sur les populations, les Africains. C'est-à-dire, pour moi, je considère que par rapport à ça, l'Afrique dispose de ce que je qualifierais d'une arme à réaction massive, c'est-à-dire les peuples. Le jour où le peuple se sentiront concernés, au-delà des dictateurs qui sont installés, parce que la nuisance de la France-Afrique, c'est aussi les assassinats, déstabiliser les pays, installer des présidents. Avec des coups d'État. Souvenez-vous de Félix Moumié. Il a été assassiné par la France, il faut le dire comme ça. Et donc le jour où les populations africaines prendront conscience, on a vu l'exemple en Tunisie, jusqu'à la dernière heure, Ali Omari, ministre français des Affaires étrangères, déclarait solennellement au Parlement de pouvoir envoyer la police française pour essayer de juguler les manifestants. Donc c'est dire que là, on n'avait pas encore toute la dimension de la réaction populaire en Tunisie. Et dès lors qu'ils se sont rendus compte de cette dimension, ils ont tout de suite changé de camp. Les Tunisiens avaient déjà compris les choses. Voilà. Ils ont pris conscience. C'est à travers la population. Le même exemple est revenu en Égypte. On disait non, Moubarak devrait rester, juste élargir son pouvoir. Le peuple égyptien avait une autre vision, Moubarak devait partir. On a insisté pour le maintenir. Et lorsqu'on s'est rendu compte que la population était diamétralement opposée aux idées qui voulaient que Moubarak reste en place, on a tout changé de position. La même histoire peut se répéter pour les Africains subsahariens. Il suffit de prendre conscience. Je ne pense pas qu'en dans le contexte actuel, on peut espérer autre chose de la France que cette exploitation, que cette spoliation. C'est un système pour contrôler, exploiter, et le contexte actuel s'y prête. Alors, il y a une caution maintenant aux fraudes électorales également qui a été perpétrée, organisée par ces réseaux. Hein, Michel? Absolument, absolument. La contrepartie c'est un système de gagnant. Oui. Les chefs d'État qui se mettaient en... Exactement. Avant même d'arriver aux assassinats des chefs d'État, il faut dire que pour implanter la France-Afrique, la France a usé de son armée et a complètement massacré les peuples africains. Je prendrai le cas du Cameroun. Il s'est passé au Cameroun, dans les années qui ont précédé l'indépendance, un génocide. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est les aviateurs de l'armée française qui le disent. Il y a eu un génocide au Cameroun. Et si vous vous souvenez, le 4 novembre dernier, à l'Assemblée nationale en France, il y a eu les députés communistes qui ont donné un avis, qui ont fait un avis à la Chambre pour que soit mise sur pied une enquête pour voir exactement quel est le rapport, les ventes d'armes au Cameroun et par ricochet, voir sur ce qui s'est passé au Cameroun en ces périodes. Donc je dis, on est en face d'un pouvoir ou d'un système brutal qui ne donnait aucune chance aux nationalistes. Le cas de Robert Moumiobe, de Moumié, de Tombalbal et puis
Olympio, le premier président togolais, sont des cas qui nous montrent exactement, effectivement, que toute velléité d'indépendance à cette époque, et même après que ces personnes soient devenues présidents, est quelque chose que la France ne supportait pas. Donc on ne peut pas dire que la France ou que cette coopération est une coopération qui bénéficie à l'Afrique. Loin s'en faut. On est dans une espèce de système qui n'accorde aucune chance à personne, dont l'exploitation de l'un contre l'autre est systématique. D'accord, mais n'empêche qu'il y a eu quand même une formation des élites africaines par cette coopération. Oui, absolument. Il y a eu une élite qui a émergé. Est-ce qu'on a vraiment besoin de la France-Afrique pour former l'élite africaine? Oui, mais le rapport est resté avec l'Afrique. Les universités, la formation, on peut aller recevoir une formation, même en Afrique. Le tout est de pouvoir organiser suffisamment les institutions universitaires, notamment, j'entends, pour pouvoir être capable de former sa propre élite. Alors je ne pense pas, si on parle de la France-Afrique en termes de formation, je pense qu'on minimise... Non, en termes d'avantages, il n'y a pas eu un avantage quelque part? Je vais prendre un tableau, juste un tableau, en 2-3 minutes. Rapidement. Un tableau. En 1 minute. En 1 minute. Il y a le franc CFA. Le pro, vous diront, nous avons une stabilité, nous échappons à l'inflation qui caractérise les autres nations. Les Antilles vous diront, comment est-ce que vous pouvez prétendre avoir votre monnaie une stabilité dès lors que la monnaie a été émise en France et dont les principes ont été énoncés par Paris et c'est les intérêts français qui priment. Ça, c'est un exemple. Il y a ceux qui pensent que c'est important, ceux qui pensent que ce n'est pas important. Au niveau des rébellions récurrentes en Afrique, certains diront la zone française est relativement épargnée. Parce qu'elle est encore soumise à la France. Non, mais les autres vous diront, ce n'est pas vrai. Parce qu'en Centrafrique, il y a toujours une rébellion récurrente. Le Tchad a un problème de rébellion. C'est-à-dire qu'il y a toujours un tableau où il y a des anti et de pro. La conscience ne peut venir que d'en bas. Le jour où la population africaine, les différentes populations africaines se mettront ensemble pour constater les dégâts et prendre l'avenir en main, les choses pourront évoluer. Je ne pense pas qu'on puisse espérer dans l'élite qui sont quand pensez-vous que cette élite prendra conscience? On est à la fin de l'émission. Moi, je préfère que le peuple prenne conscience, pas l'élite, parce que l'élite africaine... Ok, parlons des peuples. Quand pensez-vous que le peuple pourrait prendre conscience? C'est à ce niveau-là que l'élite pourrait intervenir. Ceux qui semblent élite, j'entends par élite les gens consciencieux, les gens qui ont un objectif, un idéal, et formés, naturellement, qui pourront essayer de conduire le peuple, de montrer le tableau au peuple et d'inciter le peuple d'aller dans le sens de ce qui est bon pour lui. Michel? Oui, cette prise de conscience, cette prise de conscience est déjà là. La conscience qu'a les jeunes Africains que nous sommes aujourd'hui n'est pas celle qui a encouragé ou que nos aînés ont entretenu. Donc cette prise de conscience aujourd'hui est quelque chose, quand vous allez dans les rues de Kinshasa, de Libreville ou de Douala, vous rencontrez une jeunesse africaine déterminée. Il est clair qu'on est dans une évolution qui va certainement finir par déboucher sur quelque chose de très fort. Mais il est important qu'on ne perde pas de vue les 3 éléments pour qu'un pays arrive à son développement. D'abord, il faut que individuellement les gens se forment, que chacun dans son métier, dans ses cours qu'il fait, apporte du plus, soit le meilleur, soit excellent. On a déjà pour les footballeurs, les gens comme Eto'o et Drogba qui font déjà mieux. En même temps, il faut que collectivement, les différents corps sociaux, une forme de solidarité. À avoir des groupes sociaux qui peuvent influencer sur le continent. Et en même temps, des groupes professionnels qui peuvent s'établir et faire des propositions pour que, on sorte de la situation dans laquelle on se trouve. Oui, moi je pense que nous vivons... Comment s'en sortir? Pour s'en sortir, moi je dis que nous vivons aujourd'hui dans la période d'interconnexion et d'interdépendance. Aucune société, aucun État ne peut se suffire seul. Tout simplement, les acteurs doivent choisir, parce que, comme nous avons dit, d'abord, la relation était somme game zero. C'est-à-dire que nous, l'Afrique ne gagnait rien. Maintenant, il faut renverser la tendance. Il faut que les cris s'élèvent au niveau de la communauté africaine pour dire, non, voilà, dans telle relation, ce que nous voulons et ce que nous voulons faire. Il faut que l'intellectuel, l'élite africaine, trace le chemin, savoir ce qu'ils veulent. Alors maintenant, je vais vous poser à trois une seule question pour terminer l'émission. Quel conseil donneriez-vous aux chefs d'État africains qui sont encore sous la coupe de la France-Afrique, des Pangandou? Le conseil, c'est de dire, regardez ce que veut votre population, regardez l'avenir de votre population et ce qui est important pour votre pays, allez négocier en tenant compte de cette population. Allez négocier où?
Entre les Africains ou avec la France? Les négociations sont à plusieurs étages. Hein. On peut négocier d'abord entre Africains pour se mettre ensemble et pouvoir revendiquer le même droit. Il l'a bien souligné. À partir du moment où l'élite semble désengagée de la réalité que vivent la population, les indigences, tout ça, on n'arrivera à rien. Il faut que l'élite prenne conscience de ce que sont les besoins. Alors, revenons au message aux chefs d'État africains qui sont sous la coupe. Prenez conscience, défendez les intérêts. Vous pensez qu'ils ne prennent pas conscience? Je ne pense. Quelle autre formule pourrait-nous J'ai suivi les intervenants ici, j'ai entendu parler des agents, des acteurs. Vous avez souligné les acteurs. Quand tu es acteur ou agent, tu n'es qu'un relais d'un système dont tu ne connais ni les tenants ni les aboutissants. Tu es un relais. Or, les présidents africains devraient cesser d'être le relais, mais plutôt des présidents africains, comme l'a dit Michel, c'est considéré en tant que tel comme président et négocier à égalité. Richard, bon, moi je pense au chef d'État africain, le message pour s'en sortir et comment devraient ces chefs d'État se comporter? Moi je pense que les chefs d'État africains, il est vrai qu'ils étaient pendant longtemps à la coupe de la France. Et ils sont encore sous la coupe. Ils sont encore sous la coupe. Ils doivent s'inspirer de la Chine, par exemple. Aujourd'hui, la Chine a fait tête haute. Est-ce qu'il y avait un État qui peut dire que non, c'est grâce à moi qu'aujourd'hui la Chine a fait tête haute? Il y a le Brésil. Non, il y a le Brésil aussi. C'est-à-dire qu'ils se sont amusés sur le développement endogène. Ils ont compté sur leurs propres efforts, leurs propres moyens, et jusqu'aujourd'hui, ils sont en sortie. Donc le chef de l'État africain, qui n'ait pas peur. Qui n'est pas peur, la France n'est pas créateur de l'humanité. Il doit sortir de cette coupe. Voilà tout ce que moi je dis. Oui, ce que je peux conseiller aux différents chefs d'État africains, c'est d'abord que l'histoire est quelque chose qui évolue. À commencer par Paul Biya, par exemple. Voilà, excusez-moi. Je parle généralement à tous les chefs d'État, hein, y compris... ceux qui sont plus sous la coupe de la France. Exactement, ceux qui sont sous la coupe de la France. Que l'histoire est quelque chose d'évolutif. Et surtout, je voulais les rappeler parce que c'est d'abord des Africains avant d'être... des chefs d'État. On est dans une considération où nous avons des cultures africaines très fortes, et je voulais rappeler à ces chefs d'État qui prennent conscience qu'ils sont en train de faire des accords contre nature. Les ancêtres que nous sommes, qui ont été victimes de l'esclavage, de la colonisation et de la néocolonisation, qui sont morts sur le fait de la barbarie française, on ne peut pas aujourd'hui signer des accords de cette nature avec ces gens. Et je vais aller plus loin. Je veux dire, il est incompréhensible que ces présidents continuent de faire porter les rues, je prends le cas du Cameroun, comme la rue Général de Gaulle à Douala, alors que Général de Gaulle fut un bourreau pour le Cameroun. C'est comme si on disait en Israël, la rue Hitler. On est à peu près dans le même... Dans cette configuration. Dans cette même configuration. Donc, je veux que les chefs d'État prennent conscience de la gravité de la situation et puis se projettent dans l'histoire. Il y a toujours quelque chose de bénéfique. La population est là. C'est une jeunesse qui est assez ouverte, qui est assez informée aujourd'hui, qui ne se laissera plus aller. Ce n'est pas possible. Oui, on parle de la jeunesse. Quel est le message qu'on pourrait adresser à la jeunesse, justement? Celles qui doivent immédiatement prendre conscience, comme on a vu en Tunisie, dans les pays que vous avez cités. Quel est le message qu'on pourrait apporter à cette jeunesse? Prenez courage. De se révolter? Non, prenez courage, combattez et ayez en tête l'intérêt général. Combattez. Pourquoi pas? Absolument, absolument. Ah, mais la jeunesse. Oui, la jeunesse, la jeunesse, hein, la jeunesse devra se soulever, doit prendre conscience que si les souffrances que la jeunesse est en train de vivre aujourd'hui en Afrique a été orchestrée par les dirigeants africains. Donc c'est le temps maintenant de le renverser, c'est le temps maintenant de prendre les taureaux par les cornes pour que nous puissions changer le cours des choses en Afrique. Voilà ce qui est dit, le temps de le renverser. Si on s'appuie à l'adage qui veut que chaque peuple a le gouvernement qu'il mérite, il appartient à la jeunesse africaine de se déterminer, de se montrer déterminée, d'abord de se former, ensuite de s'organiser, et le pouvoir est à eux. Sinon, ils vont rester, comme c'est le cas au Cameroun, attentistes et victimes pendant 30 ans d'un gouvernement qui semble ne pas leur apporter la sortie. Merci en tout cas, chers amis, d'être passés à cette émission qui a été très suivie et très riche en informations. Merci pour vos téléspectateurs fidèles à cette émission. Merci d'avoir suivi cette émission de bout en bout et restez fidèles justement au programme de Vox Africa, votre chaîne préférée. Merci.